la tâche était d'essayer d'envisager les autres signes et arguments en faveur d'une polyradiculonévrite et finalement d'essayer de se plonger dans notre pratique et puis peut-être d'essayer d'aller un peu plus loin sur un certain nombre de tests que l'on pourrait être amené à utiliser, soit d'ores et déjà, soit dans le futur. Alors, finalement, mes propos ne sont pas du tout neufs, puisque vous voyez que le groupe français d'études des pays d'essai s'était déjà posé la question en 2010, en évoquant finalement deux situations, une situation où la clinique est typique et une autre où la clinique est atypique. Et finalement, dans le cadre d'une électromyographie en faveur d'une pathologie démyélinisante, on pouvait arriver assez facilement au diagnostic de CIDP, mais surtout, elle évoquait la possibilité de tableaux électrophysiologiques non démyélisants en évaluant un certain nombre d'arbres décisionnels nous permettant d'avancer. Et finalement, la question aujourd'hui de la présentation, c'est face à une clinique typique ou atypique avec un électromyogramme qui n'est pas démyélisant, mais quand même avec des petites anomalies, qu'est-ce que l'on peut envisager ? Et encore une fois, les auteurs en 2010 avaient déjà envisagé un certain nombre de tests électrophysiologiques avec la mesure des PES et puis aussi cet élément qui concernait la diminution des vitesses de conduction sensitive et un certain nombre de ratios. Et vous voyez que ce groupe français était complètement dans l'air du temps, puisque en même temps, il y avait les critères de l'EFNS qui ont été publiés. Et vous voyez que ces critères, du moins pour le diagnostic de pays d'essai défini, sont très sensibles et très spécifiques, mais ils le sont en grande partie grâce à des critères de support. Et ces critères de support, quand on les regarde un petit peu, il y a certes l'analyse du LCR, l'IRM, mais il y a surtout un certain nombre d'items électrophysiologiques. Et on peut être un peu surpris malgré tout du fait que ces critères électrophysiologiques de support ne sont que des critères sensitifs et qu'il y a peut-être d'autres éléments que l'on pourrait aller glaner ailleurs. Donc finalement, actuellement, on est dans cette situation avec un certain nombre de limites, c'est-à-dire qu'on considère la PIDC comme une pathologie motrice, c'est les critères forts de démyélisation. Une pathologie probablement sensitive, ça c'est les critères de support, mais finalement on n'utilise pas un certain nombre de caractéristiques des PIDC dans les critères actuels, que sont la possibilité d'une atteinte des nerfs crâniennes et d'autre part les troubles majeurs de l'excitabilité dont on vous a reparlé juste avant moi, que l'on n'explore pas du tout actuellement en routine. Donc l'idée était d'essayer de reprendre un petit peu la valeur de ces divers critères et en tout bien, tout honneur, on va commencer par les critères vraiment validés, c'est-à-dire les critères de support, l'étude des conductions sensitives. Et je vous ai mis cette petite vignette clinique, un patient de 50 ans qui a une ataxie progressive suffisamment intense pour que finalement il nous soit adressé pour une suspicion de syndrome cérébelleux, avec un électromyogramme fait en ville dit normal, malgré tout des troubles proprioceptifs, des réflexes un peu faibles. Or, il avait un antécédent particulier de séquelles tronculaires et on voit sur l'électromyogramme qu'il y avait des petites choses quand même, une latence distale un peu allongée, des vitesses un peu ralenties, une onde de F un peu loin, mais rien de suffisant pour pouvoir affirmer la présence d'une PIDC. Donc, logiquement, on se tourne vers les critères de support. On va regarder l'étude des conductions sensitives et un peu déçu. L'étude des conductions sensitives ne nous apporte pas d'éléments particuliers. Et donc là, théoriquement, on est censé, puisqu'on a quand même une certaine conviction clinique, d'aller vers un certain nombre de tests, mais pourquoi pas regarder un certain nombre d'autres arguments. Et finalement, on a suivi les recommandations. On a fait une étude des PES chez ce patient qui mettent très clairement en évidence une désynchronisation de la réponse NE13 et de la réponse N22 en faveur d'une atteinte proximale sensitive. Et ce patient a été traité par des IGIV avec une bonne réponse. Alors, les PES sont, on va le revoir après, une technique sensible, mais quand même avec un certain nombre de limites liées à l'inexcitabilité périphérique lorsqu'un patient n'a pas de réponse périphérique ou lorsque le patient a une arthrose lombaire ou cervicale relativement évoluée.
Alors, je vais revenir un tout petit peu sur les critères de support. Le premier critère de support sensitif proposé, c'est la diminution drastique, 80% des vitesses de conduction sensitives. Alors, pourquoi 80% ? Ça vient de l'histologie même des fibres sensitives, et vous voyez que le diamètre des fibres sensitives normales est extrêmement réparti avec, vous voyez, par rapport au diamètre des motoneurones, et ceci explique en fait la grande variabilité que l'on peut observer interindividuelle de durée du PAS et des vitesses de conduction, et c'est ceci qui impose en fait d'avoir un critère aussi stringent que 80% de diminution de la vitesse de conduction. Et ces 80% finalement induisent une sensibilité de ce test qui est pourtant un test de support très faible, 10%. Et finalement, à regarder les conductions sensitives, il est peut-être plus intéressant d'aller mesurer la durée des conductions sensitives. Et ça, c'est un joli travail de Rajab Ali qui montre que si on prend des critères de durée du potentiel sensitif supérieur à 2,85 pour le médian et 2,48 pour le sural, eh bien, on a une bonne sensibilité pour le diagnostic de PIDC et une très bonne spécificité. Et donc, je crois qu'au-delà de la mesure de la vitesse de conduction, on peut peut-être contourner un petit peu les critères de support actuels en allant mesurer la durée du potentiel sensitif. Le deuxième critère de support, c'est finalement le fait qu'il s'agit d'une neuropathie non longueur dépendante, et c'est de faire le ratio entre l'altération de la réponse sur le médian ou sur le radial avec une conservation de la réponse sur le sural. Alors, ce type de profil, en fait, intéresse entre un quart et un tiers des patients, mais vous voyez qu'il est extrêmement discriminant par rapport à d'autres types de neuropathies, et suffisamment discriminant pour augmenter en fait la sensibilité de l'ensemble des critères, ce qui a conduit à son adjonction dans les critères de l'EFNS. Donc c'est un excellent critère, et là encore je vous invite vraiment à bien regarder le ratio entre les conductions, les amplitudes sensitives aux membres supérieurs et aux membres inférieurs. Et puis, comme on l'a vu juste avant, donc il y a cet excellent travail de l'équipe de Lyon où ils avaient étudié chez des patients qui avaient des signes cliniques de PIDC, mais pas de critères électrophysiologiques de PIDC, le rôle des PES. Et vous voyez que lorsque le diagnostic était confirmé par d'autres méthodes, on avait une très bonne sensibilité des PES pour ce diagnostic, et qu'elle permettait aussi de confirmer de façon très intéressante. Alors, c'est un examen, encore une fois, très utile pour peu que les conductions ne soient pas inexcitables et qu'il ne s'agisse pas d'un patient avec une arthrose trop évoluée. Donc ça, c'est pour reprendre un petit peu les éléments. Plutôt la mesure de la durée du potentiel que les vitesses de conduction, même s'il faut bien sûr les regarder, le rapport médian sural ou radial sural, et l'intérêt des potentiels évoqués somesthésiques. Alors, on va sortir un petit peu des critères avec un domaine qui m'intéresse beaucoup sur l'excitabilité nerveuse, parce que, encore une fois, c'est quand même avant tout une maladie de l'excitabilité. On le voit très bien dans les Guillain-Barré, la rapidité d'installation, voire la rapidité de récupération témoigne bien qu'il s'agit avant tout d'un trouble de l'excitabilité. Et finalement, c'est ce que l'on fait en clinique au quotidien, et on est tous tout le temps alerté par un déséquilibre entre la clinique et l'électrophysiologie, et c'est difficile à quantifier, mais c'est quand même quelque chose de très sensible. Lorsqu'on a un patient qui a une clinique très grave et un électromyogramme peu altéré, c'est un élément qui doit nous faire penser qu'il peut s'agir d'une PIDC. Lorsqu'un patient a à l'inverse une clinique très légère avec un électromyogramme altéré, là aussi c'est un élément qui doit nous faire évoquer au moins une pathologie démyélisante sous-jacente. Et donc, je remercie Yann d'avoir clarifié hier les ondes tardives. L'étude de ces troubles de l'excitabilité est quand même quelque chose sur lequel il faut que l'on porte toujours, je crois, une attention particulière quand on fait un électromyogramme. Je vous ai mis cette petite vignette, un patient de 65 ans, neuropathie ataxiante, avec une aréflexie, une hyperprotéinorachie, et finalement, quand on regarde son électromyogramme, on a peut-être une petite inversion sensitive. Alors, ce n'est pas tout à fait le médian, on n'a pas les conductions radiales là. On a peut-être des petites anomalies des vitesses de conduction,
peut-être aussi quand même un signe qui mériterait peut-être d'être réévalué, qui est l'inversion du SPE par rapport au SPI, avec une amplitude plus faible sur le SPI que sur le SPE, mais finalement pas grand-chose. Et ce patient, lorsqu'on étudie ces ondes de F, on est un peu interpellé par la présence de ces petites ondes tardives, là, qui se situent avant l'onde de F. Et il s'agissait, comme l'a montré Yann, de décharges doubles indirectes. À ce patient, on a augmenté l'intensité et finalement, ces ondes persistent parfaitement, ce qui va bien avec une décharge double indirecte. Par contre, lorsqu'on a appliqué un double choc serré, vous voyez qu'elles ont complètement disparu. Et donc, ceci venait signer le caractère lié à un trouble de l'excitabilité par un trouble de la myélisation chez ce patient. Et sur ces arguments, et avec une clinique encore une fois assez forte, on a traité ce patient avec une amélioration. Et je crois qu'il faut vraiment porter une grosse attention à ces ondes tardives. Alors, les anglo-saxons appellent ça des ondes A. Je crois que c'est des décharges doubles indirectes qu'il faut utiliser. Vous voyez, ils ont pris une population de 1200 patients de leur laboratoire. Ils ont regardé s'il y en avait ou pas. Et puis ensuite, ils ont regardé un petit peu quel était le type de neuropathie. Et vous voyez que 66% des patients qui avaient une neuropathie démyélisante avaient ces ondes tardives, alors que simplement 11% des patients avec une axonopathie l'avaient. Et donc la présence de ce type d'onde doit éveiller un petit peu votre attention par rapport à une origine démyélisante. Et vous voyez que finalement, si on prend la population qui a une CIDP et qu'on est très attentif à ces ondes tardives, elles sont dans près de 50% des cas. Deuxième façon de regarder l'excitabilité, c'est une élévation anormale des seuils de stimulation. Et vous voyez bien que cette étude assez simple finalement, mais qui, vous voyez, est assez récente, 2016, ils ont simplement regardé le seuil de stimulation maximale en fonction de l'étiologie. Et vous voyez bien que dans le cadre des maladies démyélisantes, il existe une augmentation importante des seuils de stimulation. Et là aussi, c'est un élément de pratique un peu courante. Un patient qui n'a pas de raison particulière, pas d'œdème, pas de surpoids particulier, qui a des seuils particulièrement élevés, ça doit vous interpeller et vous dire attention, il y a peut-être un trouble de la myélinisation sous-jacente. Ça a été très joliment démontré par ce travail de Kapellen, où vous voyez bien que donc il y a deux types de largeur de stimulation, mais vous voyez bien qu'à 1 milliseconde de durée de stimulation, à la fois le seuil de début d'apparition du potentiel moteur et puis le seuil du potentiel maximal sont nettement décalés. C'est ce qui a servi un petit peu de travail. Et encore une fois, je vous invite à revenir sur ce qui vous a été présenté hier par l'équipe de Liège, sur ce marqueur qui est probablement très intéressant d'IMAX dans l'étude des PIDC. Un dernier point sur l'excitabilité, c'est quelque chose, je pense, sur lequel il faut qu'on porte peut-être une attention particulière. Un trouble de l'excitabilité va donner évidemment une absence d'excitabilité d'une unité motrice, et de regarder un peu plus finement finalement la morphologie des unités motrices est probablement quelque chose d'intéressant. Vous savez que, là j'ai pris un exemple simple, 2 unités, donc une taille normale, 2 unités motrices. Si on a un processus axonal, c'est ce que nous a bien montré Jean-Philippe hier, on n'aura plus qu'une seule unité motrice dont la taille va augmenter. Mais à l'inverse, lorsqu'on est face à un processus lié à un trouble de l'excitabilité, on n'aura certes plus qu'une seule unité motrice, mais la taille restera normale puisqu'il n'y a pas de réinnervation collatérale. Et donc, on a un moyen actuellement assez simple d'évaluer la taille et le nombre des unités motrices, qui est représenté par le MUNIX, qui est une technique qui maintenant commence à être répandue, qui encore une fois est non invasive, simple et rapide, et on a une évaluation du nombre d'unités motrices et de la taille. Et on se dit que si on est face à un trouble de l'excitabilité, on devrait s'attendre à avoir une diminution du nombre de MUNIX et par contre avec une préservation de la taille des unités motrices, et ça par opposition à une situation de perte axonale. Et donc ça commence à être un petit peu regardé. Donc il y avait ce travail de l'équipe marseillaise qui montrait que finalement dans les PIDC, le score clinique était bien corrélé au nombre de MUNIX, c'est-à-dire au nombre d'unités motrices fonctionnelles. Mais surtout, cette étude qui a étudié les immunoglobulines sous-cutanées
a évalué donc le Munix et le Musix avant et après traitement, donc traitement qui a été efficace. Et vous voyez que dans le groupe traité, il y a une augmentation du nombre d'unités fonctionnelles après traitement, contrairement au placebo où le nombre diminue. Mais vous voyez que remarquablement, la taille des unités motrices ne s'est absolument pas modifiée, ni dans un sens ni dans l'autre, témoignant bien de la présence d'un trouble essentiellement de l'excitabilité. Et du reste, le seul élément qui était corrélé à l'amélioration clinique, c'était le nombre d'unités motrices et non pas leur taille. Et je pense que de regarder attentivement cet élément, c'est un très bon marqueur indirect de troubles de l'excitabilité et de l'amélioration des patients. Donc ça, c'est pour résumer. Soyez très attentifs aux ondes tardives. Notez les seuils de stimulation, parce que ça, c'est vraiment un élément qui doit vous inciter à aller peut-être un peu plus loin sur votre électromyogramme. L'IMAX et le Munix, c'est probablement des techniques d'avenir. Et puis le dernier point concerne l'atteinte des paires crâniennes. Vous savez qu'elle est très rare, finalement, dans les PIDC, à peu près 10% des patients atteints de PIDC. Elle est assez facile à explorer avec deux types de réflexes, le réflexe trigémino-facial avec ses réponses R1 et R2, et puis le réflexe massétérien inhibiteur ou trigémino-trigéminal, qui est lui aussi assez simple à mettre en œuvre et qui prend à peu près 2 minutes, 1 minute. Lorsqu'on regarde la sensibilité du réflexe trigémino-facial, vous avez cette jolie série dans laquelle, en fait, aucun patient n'avait d'atteinte clinique trigémino-faciale. Et vous voyez que dans 80% des cas, une anomalie de R1 a été mise en évidence, infraclinique. Et l'autre élément, c'est que cet allongement est corrélé au score fonctionnel. Et donc, il existe de façon très fréquente, suivant les études, entre 60 et 80% des patients, une atteinte infraclinique au niveau du réflexe trigémino-facial et qui peut être un argument fort en faveur d'une PIDC sous-jacente. On a à peu près les mêmes choses avec le réflexe massétérien inhibiteur, où vous voyez qu'à peu près 50% des patients ont une altération de ce réflexe, plutôt sur la latence de la première inhibition SP1. Ce n'est pas spécifique, on le retrouve dans toutes les neuropathies démyélinisantes, mais là aussi, c'est un test simple, rapide à faire. Un patient qui a des seuils élevés, une neuropathie un peu ataxiante, on fait ce type d'exploration, on trouve une anomalie, ça devient des arguments assez forts en faveur d'une éventuelle PIDC. Là où c'est aussi intéressant, c'est lorsqu'un patient est dans une situation relativement grave avec une inexcitabilité périphérique, on a du mal à se prononcer sur une démyélinisation sous-jacente, d'aller chercher les réflexes de la face peut être un élément particulièrement intéressant. Donc en conclusion, quand on n'a pas les critères EFNS avec un EMG initial peu parlant, il faut bien vérifier la durée des potentiels sensitifs, en particulier dans le médian et le sural, vérifier le rapport médian sural ou radial sural, être très attentif au seuil de stimulation et à la présence éventuellement d'ondes tardives et penser à explorer quasiment systématiquement les réflexes de la face. Les autres techniques viendront en complément, en particulier les PES qui sont de loin la technique à mettre en œuvre au plus vite lorsqu'on n'a pas les critères. Je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Thierry ? Merci Pascal pour ces précisions. Et je crois que tu as raison effectivement d'être attentif. Deux toutes petites questions. Je ne veux pas du tout lancer le débat parce qu'on passerait la journée. Tu as raison sur la forme et les potentiels sensitifs. Longtemps, ils ont été oubliés. Ils reviennent depuis quelques années. Le fameux marqueur de latence, est-ce qu'on le met au début ou au milieu du pic ? C'est juste ton impression, on ne va pas rentrer dans le débat. Et puis, dans les troubles de l'excitabilité, ce que je trouve très intéressant, ce que tu avais déjà aussi montré, c'est qu'en fait, lorsqu'on stimule le nerf, des fois, on a l'impression qu'on n'est pas dans un bon jour ou qu'il y a un problème technique parce que ce n'est pas justement dans les zones très proximales où on a du mal à stimuler, mais c'est dans les zones distales et on ne comprend pas et on se demande si on peut augmenter la durée, etc. Et effectivement, dans les neuropathies immunitaires, il y a sûrement des troubles de l'excitabilité focaux. On rejoint le problème des nodoparanodopathies. Donc, je crois que c'est un point aussi technique simple qu'on a tous expérimenté pas tous les jours, mais disons régulièrement. Je voulais avoir ton sentiment.
Le problème de la latence, c'est qu'on est de la latence sensitive, c'est qu'on est face à des potentiels qui sont fréquemment très désynchronisés. On a du mal à bien voir le début, et donc je pense que de prendre au pic, c'est probablement le meilleur marqueur. Après, je crois que vraiment la mesure des seuils, enfin le travail de François Wang est particulièrement intéressant, mais il correspond aussi à ce qu'on voit en clinique, c'est-à-dire qu'il faut absolument que cliniquement, lorsqu'on a des seuils anormalement élevés, on soit tout de suite interpellé sur le fait que s'il n'y a pas d'éléments techniques qui expliquent ça, il faut absolument être certain qu'il n'y ait pas un processus de démyélinisation, quel qu'il soit, puisqu'il peut être lié à une affection acquise ou génétiquement déterminée. Est-ce que tu penses qu'il faudrait enrichir les critères de support avec une ou deux techniques et avec l'échographie? Est-ce que ça a un intérêt? Alors l'échographie, l'échographie ou l'IRM, les deux probablement complémentaires. Je crois que on a deux techniques un peu complémentaires et tout le travail va être de positionner chacune d'elles. L'échographie probablement un excellent moyen de suivi des patients, aussi un bon moyen de diagnostic lorsqu'on n'a pas de critères. L'IRM est peut-être intéressante pour les formes encore un peu plus proximales. Les critères vont devoir être enrichis. Je crois qu'il y a des éléments, on voit bien sur les conductions sensitives, qui sont peut-être un peu moins intéressants. Il me semble que les anomalies des réflexes de la face sont un peu trop oubliées, parce que c'est quand même quelque chose qui, nous, dans notre pratique, on le fait systématiquement et c'est très rentable. Et je crois que ça, c'est vraiment un test simple qui mériterait d'être associé. D'accord, merci. Merci. Merci beaucoup.